C'est drôle cet article de journal. Ça parle d'une compétition avec des milliers de personnes qui passent des journées entières à regarder des robots se battre. Tu ne t'es jamais demandé comment fabriquer un robot de compétition? C'est-à-dire que... non, hein, pas vraiment. Eh ben moi, ça m'intéresse. Et c'est aussi ton projet de Mécatropard. Alors tu vas te bouger un peu et on va enquêter sur ces robots. Bon, ok, mais c'est moi qui fais frein. La compétition à laquelle nous nous intéressons s'appelle Eurobot. Et cette année, le thème était Sail the World. Comme chaque année, le règlement était adapté au thème et comprenait des interactions avec des manches à air, un phare et surtout des gobelets représentant des bouées à la dérive. Compte tenu de tout cela, il faut commencer par établir une stratégie qui guidera la conception. Dis donc Sarah, derrière cette porte se trouve Colin, expert en stratégie, qui va nous expliquer la démarche qu'ils ont mise en œuvre. Allez, suivez-moi. Merci, Gauthier. L'objectif est de marquer des points en effectuant des actions sur la table de jeu. Placer des bouées de couleurs, représentées par des gobelets, à des endroits spécifiques, les chenaux, baisser des manches à air ou encore déployer un phare. Pour cela, nous utiliserons 2 robots, un petit et un grand, qui se répartiront le travail. Ces robots effectueront une séquence d'instructions que nous établirons selon une stratégie. Cette stratégie est très simple, un maximum de points pour un minimum de risques. Chose à ne pas oublier, nous devons construire nous-mêmes le phare qui se déploiera une fois activé par le petit robot lors des matchs. Taille des robots, hauteur du phare, trajectoire, tout est calculé pour respecter des contraintes liées au règlement, ce qui nous donne au final un cahier des charges. Autrement dit, on a du pain sur la planche. Mais alors Sarah, comment on va les faire ces robots? C'est très simple. Tout d'abord, comme l'a précisé Colin, de cette stratégie nous pouvons extraire un cahier des charges qui va nous indiquer de quoi est-ce que notre robot doit être capable et quelles sont les contraintes. Cela nous amène à la conception d'un diagramme 6ML, permettant de décider de l'architecture basique du robot. Une fois que tout le monde est d'accord, l'équipe se disperse essentiellement en 2 pôles, dont le premier est chargé de la conception électronique du robot, c'est-à-dire qu'ils choisissent quels composants diront au moteur de s'activer, mais aussi comment il doit s'activer et à quel moment. Autant dire qu'ils conçoivent son cerveau. Et pour mieux comprendre comment fonctionne cette partie électronique, j'ai demandé à des techniciens qui se trouvent juste derrière cette porte de nous expliquer ce qu'est un microcontrôleur. Tu sais, ce cerveau dont tu nous as parlé. Allez, suivez-moi. Un microcontrôleur, c'est un circuit intégré. Il est intégré ici dans une carte électronique nommée Spider2. C'est un peu comme vos microprocesseurs que vous avez dans vos ordinateurs. Il permet de réunir tous les éléments essentiels de celui-ci, tels que le processeur ou la mémoire, à la seule différence près qu'il est plus lent et qu'il consomme moins. Mais alors comment il fonctionne ce microcontrôleur? Comment il fonctionne? Alors d'abord, on connecte différents modules. Donc par exemple, on peut connecter un capteur infrarouge, un capteur ultrason, des servomoteurs, un écran LCD. Là par exemple, dans notre cas, nous avons connecté 2 servomoteurs de chez Dynamixel, donc le AX12, un écran LCD, le TE35 de GHE Electronics. Comment il fonctionne? Alors ici par exemple, là nous pourrons choisir l'une des 2 équipes qui seront présentes lors de la Coupe de France de robotique. Nous avons par exemple sélectionné l'équipe bleue. Ici nous avons différents boutons. Nous avons par exemple le bouton qui nous permet d'avancer. Donc il va faire tourner le servomoteur. Ensuite nous avons le bouton qui permet de stopper le servomoteur. Et on peut également reculer, faire un demi-tour. Voilà. Et on a aussi un petit espace qui nous permet justement de voir la position actuelle du moteur. Mais dis-moi, à quoi ça va nous servir ça en compétition? À quoi ça va nous servir? Eh bien, durant la compétition, il est impossible de toucher au robot.
Ils doivent donc être capables de suivre des ordres préprogrammés, mais aussi de réagir en cas de détection inattendue. Sans oublier que pour attraper un maximum de gobelets, il faut bien entendu des parties mobiles sur les robots. Et ces parties mobiles sont pilotées par des moteurs, eux-mêmes pilotés par des microcontrôleurs. C'est pourquoi il est important de lier conception électronique et conception mécanique. Et justement, Sarah, j'ai pu contacter les personnes chargées de la mécanique et tu vas voir, ça vaut le détour. La première personne à nous répondre est la personne chargée de concevoir le plus petit des deux robots. Allez. Ma partie, c'est le petit robot. Il y a dans d'autres parties, c'est le grand robot que vous verrez plus tard. Et le phare, que aussi vous verrez plus tard. Alors, là, je vais vous présenter par manque de place. On a dû faire un renvoi d'angle pour les moteurs par rapport aux roues qui sont ici. Ensuite, on a dû mettre les servomoteurs sur le support moteur qui est ici pour optimiser la place pour le robot. Donc toutes ces places qui est ici. Enfin, on a modélisé les pinces par rapport au servomoteur et pour prendre les bouées comme ça, qui sont comme ça. Eh, dis donc, Sarah, c'est fou tout ce qu'on peut faire avec un ordinateur portable de nos jours. Les personnes qui vont intervenir maintenant sont celles chargées du grand robot et du phare. Allez, on va voir ça. C'est le grand robot qui est chargé de récupérer les gobelets qui sont sur les bords du terrain dans les écueils. Pour cela, on l'a équipé d'un bras avec 5 pinces qui viennent saisir les 5 gobelets en une seule fois. Pour pouvoir actionner les pinces et aussi descendre et monter le bras du robot, on a utilisé des servomoteurs qui sont commandés par le microcontrôleur. Et pour la réalisation de toutes les pièces du robot, on a travaillé sur un logiciel de conception assisté par ordinateur pour avoir toutes les pièces en 3D et ensuite pouvoir les réaliser soit à l'imprimante 3D, soit avec la découpe laser. Pour la conception du phare, nous étions également contraints par le règlement, puisqu'il exigeait de nous que nous créions un phare qui puisse se déployer au cours de la partie au contact d'un des robots. Pour cela, donc, nous avons intégré de l'électronique au phare qui permet alors de commander des moteurs, libérant des ressorts. Et à la libération de ces ressorts, ils vont se contracter, permettant au phare de se déployer comme le ferait un plateau élévateur qu'on peut trouver dans un laboratoire de chimie. Et il fallait donc qu'il se trouve à moins de 30 cm au départ de la partie et à plus de 70 cm à la fin de cette dernière pour que les points nous soient accordés. Pour que ce soit validé, il fallait également qu'une lumière s'active au sommet du phare et pivote autour de son axe, comme le ferait un phare, finalement. Eh, dis donc, Sarah, je pense qu'on a fait le tour de la question, hein. On peut remballer maintenant. Attends une petite minute. Il nous reste à voir ce que cela donne en vrai. Car après la conception, vient la réalisation. Je t'invite à te rendre à l'atelier. Tu devrais y trouver une petite surprise. Et oui, nous avons évidemment besoin d'une table grandeur nature pour entraîner nos robots. Je vous présente Romain, qui a aidé à confectionner cette table et qui va vous présenter comment elle a été faite. Alors moi, je suis en BTS DRB, je suis à François Mansart, au lycée à Saint-Maur. Donc on a été 4 à travailler sur ce projet principalement. Premièrement, avec le cahier des charges que votre université nous a donné, on a pu réaliser toutes les différentes pièces. Alors pour cela, il y a eu plusieurs étapes. On est d'abord passé par une réalisation 3D sur un logiciel sur ordinateur qui s'appelle TopSolid. Donc on a pu faire les différentes pièces, comme par exemple le manche à air qui est ici, ou les écueils pour supporter les gobelets, la girouette qui est là-bas, les zones rocheuses également pour les phares. Toutes ces pièces, après la conception 3D, nous sommes partis en atelier pour les réaliser. Donc on est passé sur plusieurs machines, perceuses, 5 axes, raboteuses. Voilà, donc tout ça pour créer vos pièces. Une fois les pièces créées, on les a assemblées sur ces bordures. Une fois assemblées, on peut les démonter, mais on a fait en sorte de pouvoir juste démonter les bordures. Comme ça, c'est beaucoup plus simple au transport. Et ça fait une belle table de jeu à la fin. Eh, dis donc, Sarah, c'est vrai que j'ai été impressionné par la qualité de la réalisation. Et maintenant alors, on passe au test des robots ? Non, malheureusement, on ne pourra pas essayer les maquettes réelles. Elles sont bien gardées à l'abri des regards. En revanche,
nous pouvons vous inviter à les tester sur notre simulateur Eurobot 2020. Bah franchement, super. Maintenant, je sais pas ce que je vais faire. Ah si, il y a ça.